Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de cette journée. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est en France que nous irons d'abord. Des bus à l'arrêt, des métros bondés, des avions au sol. La journée d'action sur les retraites a entraîné de fortes perturbations dans les transports. La pression des syndicats ne faiblit pas. Il y avait entre 320 et 580 000 personnes dans les rues. C'est plus qu'il y a 2 mois. La guerre entre dans sa 3e semaine et les troupes américaines se rapprochent encore de Bagdad. L'avant-garde serait arrivée aux abords de l'aéroport où l'on signale des tirs ce soir. Progression aussi à Nadjaf et à Bassora. La diplomatie retrouve des couleurs, parfum de retrouvailles avec la visite de Colin Powell à Bruxelles. L'ONU sera au cœur de l'après-conflit, affirme Dominique de Villepin. En France, la réforme du mode de scrutin régional censurée par le Conseil constitutionnel qui donne donc raison aux petits partis. François Bayrou fait part de sa grande joie. Le gouvernement présentera un nouveau texte. Et puis les banques de plus en plus chères et des services de plus en plus souvent payants. C'est le résultat d'une enquête d'une association de consommateurs. Elle appelle tous les clients à faire jouer la concurrence. Dans un instant, on fera très longuement le point sur la guerre en Irak et cette nouvelle avancée des troupes américaines qui commencent à encercler Bagdad. Regardez cette image, la capitale dans le noir. Pour la première fois, il n'y a plus d'électricité dans une grande partie de la ville et on entend des tirs d'artillerie pas très loin. L'armée américaine a annoncé il y a quelques minutes que l'assaut serait en cours sur l'aéroport de Bagdad. On fera bien entendu un point très complet. Mais d'abord cette journée test très attendue en France, test de la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites. Eh bien, la mobilisation était au rendez-vous, mais uniquement dans le secteur public ou presque. Grosse perturbation dans les transports. Aujourd'hui, il fallait être patient. Séverine Lebrun, Alain Locassio. Le train desservant toute gare de Poissy. Une marée humaine et un seul objectif en tête, surtout ne pas manquer le rare train qui ramènera à bon port après une journée de travail. Mais là, une seule chose à dire, c'est pas vraiment gagné. La grosse galère, là je viens du nord de Paris et à pied jusqu'ici, donc j'ai mis une demi-heure. Là je vais rentrer, je sais même pas à quelle heure j'ai un train, donc je suis en train de regarder. C'est le bazar, si vous voulez que je dise d'autres. Un train sur 4 en moyenne pour le RER, certains métros totalement paralysés. Aujourd'hui, il fallait jouer des coudes. En fait, j'ai pris le RER A et on m'a tellement bousculé, je voulais sortir ici et j'arrivais pas. Et je criais, je veux sortir, je veux vous laisser ma place, mais je pensais que j'allais tomber, vraiment. Ah, j'ai raté le dernier train. Enfin, il y en a toutes les heures. Je savais quelle heure il était, mais pour venir de Châtelet, c'était un enfer. Des passagers aux aguets de la moindre information, les plus résignés ne cherchent même pas à comprendre les raisons de tout ce bazar. J'ai pas tout suivi, les raisons du pourquoi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est nous qui en pâtissons au lieu des autres, quoi, mais bon. Dernier départ 20h35, où tous les départs sont complets pour Marseille. Dans les aéroports parisiens, même constat, 70% des vols étaient annulés aujourd'hui. Ça va bien. Ah voilà. On va descendre à Marseille en voiture. Un vrai casse-tête pour tenter de rejoindre la bonne destination. Pour certains, cette grève tombe vraiment le plus mauvais jour. On se casse la tête toute une vie pour pouvoir s'offrir un voyage en avion. Et là, à cause de cette grève, je veux dire, on est embêtés, quoi. Voilà. D'autres se montrent résolument plus solidaires. Je suis tout à fait d'accord avec leur grève. S'il avait fallu que je retarde mon départ d'une journée, ça ne m'aurait pas gêné du tout. Au total, 15 grandes villes ont subi cette journée noire, comme ici à Marseille où le trafic des bus est inexistant. Même chose à Lille, Lyon ou Toulouse. Seul le trafic des TGV était quasi normal. Une chance pour les milliers de manifestants venus à Paris défendre leur retraite. Mobilisation réussie donc, la police a fait ses calculs, 320 000 personnes au total dans les rues de France. Pour les syndicats, c'est presque 2 fois plus. Chacun reconnaît en tout cas qu'il y avait davantage de monde dans les manifestations que lors de la précédente journée, il y a 2 mois. Laurent Bailly, André Issora, Michel Levasseur. Marc Blondel pour Force Ouvrière et Bernard Thibault de la CGT au coude à coude. Et pour une fois, ils partagent plus qu'un petit coin de parapluie. Derrière eux, entre 30 et 80 000 manifestants ici à Paris. Beaucoup de fonctionnaires bien sûr, mais aussi des salariés du privé venus défendre leur régime de retraite. Un petit exemple de leur inquiétude. Même si le gouvernement dit vouloir maintenir le montant de ces retraites, beaucoup ici en doutent. Vous avez peur que ça baisse? Ah bah ça a baissé de toute façon, si effectivement ça, bien sûr.
les retraités peuvent s'attendre à un quasi-blocage des retraites, c'est-à-dire à une perte de pouvoir d'achat au fil des années qui va devenir très importante. Grosse mobilisation donc, et surtout dans l'ouest de la France et encore plus ici à Marseille, quelques 80 000 manifestants. Mais en fait, c'est bien partout, comme ici à Lille cette fois, que les manifestants du public refusent de passer de 37 ans et demi de cotisation à 40 annuités pour toucher son entière retraite comme dans le privé. Essayons de ramener plutôt les cotisations de retraite de 40 ans à 37 ans et demi pour le privé et non pas l'inverse. Il y a déjà 80% des femmes dans le privé qui s'en vont et qui n'ont pas les 40 ans. La CFDT, pour sa part, n'est pas hostile à un alignement sur le régime du privé, à condition que le niveau des retraites soit correct. Elle n'avait pas appelé à ces manifestations, ce qui n'a pas empêché de nombreux militants de s'y joindre quand même. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que moi je défends mes retraites et que je pense que c'est ici qu'il faut être pour les défendre. Pas mal d'inquiétudes aussi aujourd'hui sur ce qu'on appelle le projet de retraite à la carte qui permettrait de partir à n'importe quel âge, mais bien évidemment si on s'est constitué une épargne. Ici à Lyon, un manifestant résume l'état d'esprit général. Refusons le système qu'on cherche à nous imposer, qui est basé sur la capitalisation et les fonds de pension qui sont un vrai échec aux États-Unis et en Angleterre. Nous ne pouvons accepter un projet de loi qui va avoir pour conséquence de retarder l'âge de départ en retraite, de durcir l'acquisition des droits à la retraite et de diminuer le niveau des retraites versées. Seront-ils entendus par le gouvernement? Réponse le 11 avril avec la présentation de la réforme des retraites. Et pour les syndicats, la balle est donc dans le camp de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, et l'invité de nos confrères de France 3 ce soir. La guerre en Irak maintenant, 15e jour de l'offensive, l'étau se resserre sur Bagdad et le régime irakien approche de sa fin. C'est ce qu'a déclaré George Bush cet après-midi. Les troupes américaines ont effectivement progressé aujourd'hui encore vers la capitale. L'avant-garde serait à une vingtaine de kilomètres du centre de la ville, aux abords de l'aéroport. Hervé Guéquière. La ruée vers Bagdad. La 3e division américaine d'infanterie poursuit son avancée. Transport de troupes, hélicoptères Apache, chars, un rouleau compresseur progresse dans la vallée de l'Euphrate. Sur la rive sud du fleuve, il y a eu des détonations avant notre arrivée. Puis mes hommes ont traversé un bateau pour identifier ce que c'était et on est passé. Ensuite, la colonne bifurque vers la capitale irakienne. Désormais, le point de mire, c'est l'aéroport international de Bagdad. Les Américains affirment être aux abords, les Irakiens démentent cette information. Les combats des dernières heures au nord de Kerbala auraient fait de sources américaines 500 morts parmi la garde républicaine de Saddam Hussein. Par ailleurs, la coalition reconnaît la perte d'un chasseur bombardier F-18 et d'un hélicoptère Black Hawk, mais ne donne pas de bilan précis à propos des victimes. À l'est, dans la vallée du Tigre, les Marines avancent également vers Bagdad. Ils suivent la route numéro 6. La ville d'Al-Qout est désormais derrière eux. Des Irakiens sont faits prisonniers. L'artillerie américaine pilonne sans cesse pour épuiser l'ennemi. Mais la route est longue et surtout parsemée d'embûches. Ici par exemple, nous sommes à 56 km de Bagdad, c'était ce matin, une embuscade. Les Marines sont pris à partie par des Irakiens. Les tirs viennent d'une usine. Il y a un sniper derrière toi, crie ce soldat américain. L'escarmouche dure plus d'1 heure. Un Marine au moins est touché. Plusieurs Irakiens sont faits prisonniers. Mais l'offensive continue, coûte que coûte. Les Américains n'ont plus qu'un seul but, aller à Bagdad. Et voici les dernières images de cet aéroport. Nos envoyés spéciaux à Bagdad, Bertrand Koch et Emmanuel Beck, ont pu s'y rendre cet après-midi. Voici leur reportage. Après quelques kilomètres d'une autoroute déserte et peu défendue, voici la rampe d'accès de l'aéroport de Bagdad. Pour répondre aux Américains, les Irakiens nous emmènent vérifier de visu que l'aéroport est toujours sous leur contrôle. À part un vieux Boeing aux couleurs des Iraqi Airways, les pistes sont vides, en apparence intouchées, comme le terminal international. Les Américains, ils sont toujours à Qasr, sur le golfe Persique, plaisante un officier, mais ni à 100, ni même à 200 ou 300 km.
Des radars et quelques bâtiments ont bien été bombardés au premier jour de l'offensive anglo-américaine, mais le hall des départs est intact, désert à l'exception de quelques miliciens affectés à sa surveillance aux horaires de bureau. On a entendu dire que les Américains avaient pris un aéroport, mais dans le désert. Ici, nous travaillons normalement, nous dit le fonctionnaire de garde. Une certitude, c'est qu'à 5h10 de l'après-midi, heure de Bagdad, les Américains ne sont pas à l'aéroport international Saddam Hussein, ni apparemment dans son voisinage immédiat. Et à part quelques lointaines explosions en direction du nord, aucun signe qu'une bataille soit en cours ici autour de l'aéroport de Bagdad. Ce matin, dans le centre de la capitale irakienne, tout semblait aussi parfaitement normal. Autour de la gare routière, la guerre était dans les journaux, mais pas dans la rue. Mon fils est militaire et il me disait hier que nos forces résistent bien et que nous allons l'emporter avec l'aide de Dieu et de Saddam Hussein. À voir les Irakiens vaquer ainsi à leurs occupations comme si de rien n'était, c'est à ne pas croire qu'on puisse être à la veille de la bataille de Bagdad. Voilà, mais tout évolue très vite apparemment. Bonsoir Patrice Romden, vous êtes à Doha, au quartier général de la coalition. Des sources militaires américaines ont affirmé tout à l'heure que l'assaut serait en cours sur l'aéroport. Écoutez David, je viens de parler avec un officier qui m'a dit pas de commentaires sur les opérations en cours, sous-entendant donc qu'il y a une opération en cours. En fait, ce qui s'est passé toute la journée ici, c'est que le commandement général nous a dit que les troupes se positionnaient, étaient à proximité immédiate de l'aéroport, et en fait ce qui se passait, c'est qu'elles se positionnaient en prévision de la bataille pour la prise de l'aéroport, bataille qui, semble-t-il, a commencé, c'est ce soir confirmé par 2 agences de presse. Merci Patrice, on vous retrouvera peut-être un peu plus tard. Tout de suite, nous allons à Bagdad retrouver Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Est-ce que ces informations sont arrivées aussi chez vous? Vous êtes, je crois, donc à une quinzaine de kilomètres de cet aéroport. Est-ce qu'on entend des déflagrations? Non, écoutez David, honnêtement, on n'entend aucune déflagration particulière. Il y a toujours ces bombardements quasiment continuels sur cette zone. Il y en a eu toute la journée, mais là particulièrement en ce moment, non. Il y a à peu près 1 heure, il y a eu de très forts bombardements sur toute la ville de Bagdad. Ça a duré une vingtaine de minutes et c'est à la suite de ces bombardements que la ville a été plongée dans l'obscurité totale. Alors, j'ai demandé des explications aux officiels irakiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une bombe au graphite? Est-ce qu'on a tapé les centrales électriques? On n'a aucune explication pour le moment. Disons qu'il y a 2 hypothèses principales. La première, a priori, peu concluante, ce serait que les Irakiens eux-mêmes auraient coupé l'électricité de façon à déplacer des troupes. La deuxième, ce serait donc que les Américains aient soit lancé une bombe au graphite, soit tapé une centrale, de façon à pouvoir faire une opération justement héliportée dans le secteur de l'aéroport. En tout cas, c'est la première fois qu'il n'y a plus d'électricité dans toute la ville et certainement ça accroît le sentiment de panique de la population. C'est assez effrayant. Alain, les autorités irakiennes indiquent ce soir qu'elles laisseraient les Américains approcher. On parle d'une théorie du serpent. Oui, écoutez, on aime beaucoup dans cette guerre les métaphores serpentesques, si je peux dire. Les Américains se comparent eux-mêmes à un boa qui étoufferait sa proie avant de l'avaler. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les Irakiens donc, qui ont dit que les forces américaines seraient comme un serpent qui encerclerait la ville et à ce moment-là, on pourrait découper le serpent en morceaux. Ce qui est sûr, c'est que les Irakiens, effectivement, ont toujours eu cette stratégie de laisser les Américains entrer dans les villes, de leur imposer une guérilla urbaine à laquelle ils se sont préparés depuis des mois. Alors c'est ce qu'ils comptent faire à Bagdad. La seule inconnue est le résultat de ce matraquage systématique qu'on a eu sur la défense, si vous voulez, irakienne dans la banlieue depuis 15 jours. Quel effet cela a eu sur les troupes et surtout sur le moral des troupes. Merci Alain, on vous retrouve bien sûr dans le courant de ce journal s'il y a du nouveau. Des frappes donc ce soir encore sur Bagdad et peut-être une percée, en tout cas après 15 jours de bombardement. La ville n'est plus tout à fait la même. Regardez ces images vues du ciel, images commentées par Nicolas Châteauneuf. L'aéroport international Saddam Hussein, vu par le satellite français Spot 5. Situé au sud-est de la capitale irakienne, il constitue une cible stratégique. Pour les forces américaines, cela pourrait même être la porte d'entrée de Bagdad. Nous sommes en effet à 15 km seulement du centre historique et des palais présidentiels. Voici maintenant une photo de Bagdad, prise il y a 2 jours par le satellite américain QuickBird. Premier renseignement, même si la ville a été massivement bombardée, vu du ciel, les plaies sont discrètes. L'épanage de fumée noire, comme ici au sud-est près de la raffinerie,
proviennent de tranchées remplies de pétrole auxquelles les Irakiens ont mis feu. Pourtant, lorsqu'on regarde en détail la carte, la plupart des bâtiments officiels ont été touchés de plein fouet. Exemple, le palais de la République. Il y a quelques jours, celui-ci était encore intact. Aujourd'hui, ses 2 ailes sont en cendres. Les autres symboles du pouvoir ne sont pas épargnés. Le siège du parti Baas est lui aussi hors d'usage. Sur les rives du Tigre, même les appartements des invités personnels du régime ont été détruits. Mais les frappes ont également visé les instruments du pouvoir irakien. Exemple, le siège de la télévision et de la radio d'État. Bien sûr, à 450 km d'altitude, ces frappes semblent particulièrement précises, mais au sol, la violence de l'explosion fait rarement le détail. Bagdad et ses 5 millions d'habitants qui se préparent plus que jamais à une attaque américaine. Dans chaque quartier, les milices ou les hommes du parti Baas ont sorti les sacs de sable, même si cela peut paraître dérisoire. Autres envoyés spéciaux dans la ville, Martine Laroche-Joubert, Mathias Second, Yves Ginca. Un centre de miliciens du parti Baas, ils contrôlent ce quartier populaire. Bagdad est quadrillé rue par rue. Taher est le responsable de la défense et de la sécurité. Baassiste depuis l'âge de 13 ans, un partisan du nationalisme arabe. Première mission, s'assurer du moral de ses troupes. Notre cause est juste, nous avons le droit pour nous. Grâce à Dieu, Monsieur le Président Saddam Hussein sera un cauchemar pour les Américains et les Anglais. Nous avons assez d'armes pour combattre. Qui dit que nous sommes moins nombreux que les Américains? Qu'ils arrivent, on n'a pas peur, même des plus forts. Jour et nuit, je peux les affronter. Autre mission de Taher, visiter les familles pour s'assurer qu'elles ne manquent de rien. Qui veux-tu tuer? Bush. Et qui aimes-tu? Papa Saddam. On veut combattre les Américains d'homme à homme. Ils ont une technologie, mais nous avons notre foi. Ici, personne ne veut se plaindre. On ne souffre de rien. Nous ne voulons qu'une chose, que le président soit sain et sauf. Dernière étape, chez un religieux du quartier. Si les Irakiens n'ont plus d'armes, ils combattront avec leurs dents. Sinon, avec leurs mains. Sinon, avec leurs pieds. Notre combat est pour notre terre, pour notre honneur. Ces hommes armés paraissent peu nombreux face à l'armada américaine, mais en cas d'attaque sur une ville, l'avantage est généralement à la défense. Un mot de la situation dans les faubourgs nord de Bagdad cette fois. On n'a pratiquement aucune nouvelle de ce qui se passe là-bas. Dans sa conférence de presse quotidienne, l'état-major américain a fait état d'un raid sur un palais de Saddam Hussein à 90 km de la ville et a montré ces images tournées par les soldats. Tir d'hélicoptère pour protéger l'approche. Un appareil a ensuite déposé un commando des forces spéciales. Une charge explosive a été utilisée pour forcer l'entrée du bâtiment. Il n'y avait personne à l'intérieur, aucun responsable du régime en tout cas. Des documents ont été saisis. Le commando est reparti sans dommage. Les forces régulières, elles, ont poursuivi leur progression dans le sillage de l'avant-garde. C'est l'ensemble du convoi qui se rapproche de la capitale. Au milieu d'une unité de Marines, nos envoyés spéciaux la vivent au quotidien. Reportage Agnès Varamian, Patrick Desmully. Un peu d'inquiétude mêlée de curiosité. Ces jeunes hommes ont été arrêtés sur les routes. Au poignet, leur nom, leur date de naissance. Les soldats cherchent d'abord leur papier d'identité militaire. On a trouvé des pièces d'identité qui doivent être fausses, mais on n'a pas trouvé vraiment ce qu'on cherchait. À l'affût d'un tatouage, celui des forces paramilitaires irakiennes. Ceux qui n'ont rien et ne sont pas en âge de combattre seront relâchés. Ça me rend triste parce que personne ne devrait mourir, ni eux, ni nous. Et de toute façon, eux, on les a forcés à se battre. Tout près de cette route, le sergent nous emmène vers la découverte de la nuit. Des roquettes de 120 mm, parfait pour une embuscade. Ils ont tout laissé, se sont enfuis. Ça pourrait être de l'anthrax ou bien une arme biologique. Des explosions résonnent, alors que plus de civils arrivent encore. Certains fuient Bagdad, d'autres rentrent en ville. Celui-ci explique que mobilisé, il n'a pas voulu combattre, pas voulu mourir.
C'est au bord du fleuve Tigre et de son lit verdoyant que s'est arrêté le 7e régiment de combat. Au-dessus de Han-Noumania, des patrouilles et une population cloîtrée ou retenue loin des points de passage des militaires. Aux abords des villes et des villages, les forces américaines demandent aux habitants de rester chez eux, de rester tranquilles. La population irakienne n'est pas la priorité des Marines qui avancent vers Bagdad. Les armées américaines et britanniques qui progressent aussi dans les autres villes du pays. Alors depuis le début du conflit, on s'interroge beaucoup sur l'accueil de la population. Nouveaux éléments de réponse en images dans la ville de Najaf, 280 000 habitants, où la coalition est en train de prendre pied. Stéphane Bretner. À Najaf, on ne badine pas avec les symboles. Devant la mosquée d'Ali, lieu de culte sacré des chiites du monde entier, les habitants n'ont pas l'intention de laisser passer qui que ce soit. S'ils veulent aller en ville, d'accord. Mais la mosquée d'Ali, non. Le sergent n'insiste pas, il calme ses troupes. Allez les gars, tout le monde sourit. Puis ordonne de faire marche arrière. Les militaires américains soupçonnent cette mosquée d'être un refuge de l'armée irakienne. Mais vu les circonstances, changement d'objectif. Direction les maisons alentours. Une fouille rapide et les soldats montent sur les toits, placer leur poste d'observation. La mosquée en ligne de mire. Pour calmer cette effervescence, l'ayatollah de Najaf a pris une fatwa aujourd'hui. Il demande à tous les Irakiens de se tenir à l'écart des opérations militaires. Oui, autre lieu, autre scène, Nasiriyah, Qasr, c'est une opération séduction qui est lancée par les soldats en direction des Irakiens. Richard Binet. Si ce soldat américain fait le pitre devant une poignée d'enfants, c'est peut-être parce qu'une caméra américaine le filme ou parce que, tout simplement, il se lâche après 15 jours de combat. Quoi qu'il en soit, la scène fera sûrement le tour du monde. Des enfants, on en voit un peu partout sur les chaînes américaines et britanniques. Ici, près Qasr, des soldats de sa très gracieuse majesté leur offrent des bonbons. Commentaire du porte-parole britannique. Quand je pense qu'il y a seulement 8 ou 9 jours, nous étions reçus avec des balles et qu'aujourd'hui nous sommes ici, à pied et bien accueillis, c'est réconfortant. Discours de propagande ou naïveté feinte, les populations irakiennes libérées, selon les termes de l'état-major allié, n'ont guère le choix. Après 15 jours de combat et parfois de disette, difficile de ne pas apprécier l'arrivée de plateaux repas. Il est clair que les gens viennent ici pour la nourriture. Mais ils espèrent que le régime tombera aussi rapidement. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de Bassora, la seconde ville au sud du pays, les Britanniques tentent d'éteindre les fosses remplies de pétrole que les Irakiens ont enflammées pour se protéger. Mais avec 2 véhicules d'incendie, ils sont loin d'en venir à bout. Prise de guerre la plus surprenante de la journée, ce palais appartenant à un dignitaire du parti Baas, toujours près de Bassora. Dans son salon, il avait installé ce champ de bataille miniature représentant sa région, où des chars, aux tourelles coiffées de capsules de soda, s'affrontent à des régiments de bois. Mais la majorité des villes du sud résistent encore. La plus grande d'entre elles, Bassora, est maintenant encerclée ou presque par les Britanniques qui continuent à progresser maison par maison dans les banlieues. Les combats sont rudes. Il y a chaque jour de nouvelles victimes. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux Christian Autin et Philippe Turpot. Depuis ce matin, l'effigie de Saddam est tombée à Bassora. C'est tout ce qu'il reste du lycée technique situé juste à l'entrée de la deuxième ville d'Irak. Les partisans de Saddam Hussein y avaient élu domicile. Depuis ce poste, ils ont résisté à l'avancée des troupes britanniques à coups de lance-roquettes pendant 2 semaines. Cette nuit, les Anglais ont enfin pris possession des lieux. De violents combats qui ont duré plusieurs jours. Eux sont venus pour réclamer des nouvelles de leurs proches, qui étaient à l'intérieur avec un bébé, nous disent-ils. Mais ils n'auront pas le droit d'entrer. Un officier britannique vient alors vers eux. Vous voulez prendre les corps? Pas de problème. Vous pouvez enlever les corps hors de ce périmètre. Oui, ceux qui sont à l'extérieur du mur. Peu après, ils repartiront avec les corps pour les rendre à leur famille.
Avant de mourir ou de s'enfuir, les miliciens de Saddam ont incendié ces pipelines. Après 2 semaines de combat, le pont par lequel ont fui des milliers de civils est maintenant sécurisé. Peu après le dernier barrage britannique, des carcasses de chars irakiens qui jonchent la route en direction du centre-ville. Nous croisons peu de gens à pied ou en voiture, mais presque tous veulent nous parler. Il n'y a plus de combat dans le centre-ville, mais seulement en dehors de Bassora, entre les miliciens et l'armée britannique. 2 kilomètres de progression en 2 jours, l'avancée des forces britanniques peut paraître bien mince. Mais l'objectif est de resserrer l'étau progressivement autour de Bassora pour épargner au maximum la population civile. Et précisément une bonne nouvelle, c'est demain, théoriquement, que le premier convoi humanitaire organisé par la Croix-Rouge doit quitter le Koweït à destination de cette ville de Bassora à bord des équipements médicaux, des couvertures et de l'eau. Sur le front nord, maintenant, depuis quelques jours, les combattants kurdes, appuyés par les Américains, avançaient sans combattre. Eh bien, là aussi, les affrontements se sont durcis. Envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Gilles Jacquier, Christophe Paris. Nous sommes sur les hauteurs de Kalak et traversons les positions évacuées hier par les troupes irakiennes. La route mène à Mossoul. Soldats kurdes et américains des forces spéciales marchent côte à côte. Celui-ci a l'air détendu, pourtant dans un quart d'heure, les choses sérieuses vont commencer. Les Kurdes font un point de la situation. À 1 kilomètre de là, les villages de Baha et Khazer sont toujours aux mains des Irakiens. On décide d'envoyer des éclaireurs. Laissez quelques peshmergas avancer en premier, dit le chef kurde aux Américains. Et puis vous suivrez. Derrière le talus, il attend des nouvelles. Et puis on entend des tirs. La situation est confuse. À la radio, les éclaireurs hurlent. Ça tire, les Irakiens ont ouvert le feu. Les Américains se mettent en position mais ne tirent pas une balle. Les Kurdes, eux, sont galvanisés par le combat. Et leur chef a du mal à les retenir. Cessez le feu, crie-t-il, cessez le feu. Au bout d'un moment, les armes se taisent. Et le ciel gronde. Les Américains ont appelé l'aviation. Tout l'après-midi, les Irakiens seront bombardés. À l'arrière, des peshmergas étudient ce qu'ils ont trouvé dans les anciennes positions irakiennes. Saddam en prend pour son grade. Sans prendre garde aux mines, les enfants de Kalak vont sur la colline récolter des trophées, des casques. C'est l'euphorie. 12 ans que le village avait des soldats au-dessus de la tête, comme une épée de Damoclès. Mais en fin d'après-midi, 4 obus irakiens tombent sur Kalak. Les habitants reprennent le chemin de l'Exode, car un des leurs a trouvé la mort. Ce matin, des habitants de Kalak disaient que c'était le plus beau jour de leur vie. Ils croyaient qu'avec le retrait des soldats irakiens, ils pourraient enfin respirer. Eh bien, ils avaient tort. Kalak est en Irak, et l'Irak est en guerre. Oui, le front nord, Nadjaf, Bassora, Bagdad, cette progression des troupes de la coalition est en train de modifier le climat aux États-Unis. Il y avait le doute, on est maintenant quasiment dans l'euphorie. C'était aussi le ton de George Bush qui rendait visite tout à l'heure à un camp de Marines en Caroline du Nord. Étienne Lénard. La capitale américaine était enveloppée ce matin d'une soudaine douceur. Les cerisiers japonais sont en fleurs, les températures sont estivales et les nouvelles du front poussent à l'optimisme. Le sourire de Jessica Lynch, par exemple. Les images de son sauvetage filmées par l'armée passent en boucle sur les chaînes de télévision, qui redisent combien elle s'est courageusement battue avant d'être faite prisonnière, et qui disent aussi que l'Amérique n'abandonne jamais derrière elle les siens en territoire ennemi. L'armée des chars américains avançant vers Bagdad laisse aussi penser que le plan des militaires fonctionne mieux que ce que l'on disait encore la semaine dernière. Et sur le terrain, les témoignages de ceux qui se battent donnent à espérer. On approche, on arrive. Les Irakiens ont intérêt à courir, sinon ils sont morts. Point final. Du coup, le président des États-Unis, qui rendait tout à l'heure visite aux Marines restés au pays, pouvait afficher plus que jamais sa confiance, alors qu'il en était encore, il y a quelques jours, à voler au secours de son ministre de la Défense. Nous avançons.
Notre destination est Bagdad et nous n'accepterons qu'une chose, une victoire complète et finale. Seuls les obsèques des premiers soldats victimes de la guerre et rapatriés au pays venaient rappeler ces dernières heures que la bataille de Bagdad, si elle a lieu, risque d'être sanglante et meurtrière. Inquiétude en revanche sur la situation dans les pays arabes voisins, exemple la Jordanie, frontalière de l'Irak, où le roi Abdallah fait le grand écart entre son soutien aux États-Unis, qui ont une base dans le pays, et l'hostilité de sa population à la guerre. Le souverain qui a changé de pied, il déplore aujourd'hui le nombre grandissant de martyrs causés parce qu'il considère maintenant comme une invasion de l'Irak. Et puis la diplomatie, elle retrouve une place pour évoquer l'après-guerre. Image, vous allez le voir, des retrouvailles entre les États-Unis et l'Europe. Colin Powell était à Bruxelles aujourd'hui. Sur place, Christian-Marie Monod. Colin Powell avait son drapeau américain à l'envers, peut-être ému à l'idée de retrouver ses homologues européens ici à l'OTAN. Ils les ont rencontrés en tête-à-tête, mais pas de poignée de main, Powell-Villepin, devant les caméras. Les tensions subsistent. Et les Européens ont été déçus. C'est du bout des lèvres que le secrétaire d'État américain a évoqué le rôle de l'ONU. Il y aura bien sûr un rôle des Nations Unies, mais on ne peut pas encore prendre de décision. La reconstruction de l'Irak n'était pas à l'ordre du jour. Les Européens ne veulent pas payer pour une guerre qu'ils n'ont pas voulu. En revanche, l'aide humanitaire a été considérée comme prioritaire et il faut penser au futur sous l'égide de l'ONU. Il y a un très large consensus pour véritablement s'appuyer sur les Nations Unies qui, une fois de plus, ont à la fois l'expérience, la légitimité et qui permettent d'offrir à chacun le meilleur cadre pour travailler dans un environnement sécurisé. Cette première rencontre entre Américains et Européens aura permis de renouer les liens transatlantiques. Et les 15 de parler d'une seule voix sur 2 points. Le rôle majeur des Nations Unies après la guerre en Irak et surtout pas de protectorat américain dans ce pays. Bonsoir Thierry Tuillier, comme chaque soir on essaye de tirer les enseignements de cette journée et aujourd'hui indiscutablement c'est ce timide rapprochement entre la France et l'Allemagne d'une part, à Washington d'autre part. Oui, Colin Powell, David, sera-t-il l'homme de la réconciliation entre l'Europe et l'Amérique après la glaciation? C'était en tout cas l'espoir des Européens cet après-midi à Bruxelles. Bagdad n'est pas encore tombé, mais l'Europe et l'Amérique esquissent déjà ensemble les scénarios du futur. La grande nouvelle de l'après-midi, eh bien, c'est que l'Europe unie, de nouveau réunie, rassemblée avec la Grande-Bretagne à ses côtés, veut que l'ONU joue un rôle central dans la reconstruction du pays. De ce point de vue, Colin Powell n'a pas totalement comblé les espoirs et les attentes un peu vague. Tout à fait des Européens, mais il n'a pas non plus fermé la porte, car les Américains savent qu'ils ne pourront pas seuls porter le fardeau de la reconstruction. On le voit, les divergences demeurent, elles ne sont pas aplanies, loin de là, mais ce qui frappe, c'est la volonté commune de tourner la page de l'avant-guerre. La France, par exemple, depuis le déclenchement des hostilités, a ménagé l'avenir en rappelant que l'Amérique n'était pas notre ennemi, une main tendue, manière de dire que Paris entend jouer un rôle central dans l'Irak de l'après-Saddam, aux côtés de ses alliés américains et britanniques. Merci Thierry. À propos des relations entre la France et la Grande-Bretagne maintenant, la vive émotion suscitée par la profanation d'une stèle au cimetière britannique d'Étaples, près du Touquet. Une enquête est ouverte et Jacques Chirac a décidé d'écrire à la reine Elisabeth pour lui faire part de ses plus vifs regrets. Aurélia Guillemin sur place. Aujourd'hui, Jean s'est spécialement déplacé pour témoigner sur le livre d'or du cimetière britannique d'Étaples. « J'ai honte d'être français », a-t-il écrit, pour consigner son indignation. On a sali la mémoire des soldats qui se sont battus et qui sont venus nous aider à nous libérer. Slogan anti-britannique, croix gammée, la profanation du cimetière d'Étaples a scandalisé l'opinion anglaise qui compte 9000 de ses soldats inhumés ici. Des soldats à qui la France a voulu rendre hommage cet après-midi. Le gouvernement et le président de la République, évidemment, expriment leur regret pour ce qui s'est passé ici il y a quelques jours et qui, évidemment, ne correspond pas à l'esprit français. Chaque année, pas moins de 10 000 personnes se recueillent ici. Jamais ce lieu de mémoire n'avait été profané. Deux informations encore à l'étranger, avec d'abord la poursuite des raids israéliens dans les territoires palestiniens. 7 morts, dont 4 à Rafah, dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne indique avoir lancé cette opération à la suite d'une augmentation du nombre d'actes hostiles à Israël dans ce secteur. Et puis la Côte d'Ivoire, on en parle moins, mais le climat est à l'apaisement. Scène inédite, mais que vous ne verrez pas, il n'y a pas d'image. À Yamoussoukro, la capitale, pour la première fois, le président Laurent Gbagbo était assis à la même table que les rebelles, la table du Conseil des ministres. La pneumopathie, on parle maintenant de 2 cas probables en France, en plus du cas avéré. Et les témoignages se multiplient sur la progression de l'épidémie à ses tout débuts. Exemple à Hong Kong, commentaire Sophie Mézel. C'est l'histoire d'une enquête policière un peu particulière autour d'un immeuble de 33 étages, chiffre en principe doublement porte-bonheur en Chine. Pourtant, la tour E a été le terrain d'une hécatombe de pneumonie atypique. 185 personnes hospitalisées, 300 en quarantaine. Petit à petit, les scientifiques vont recouper les indices pour retracer le parcours du virus. Ils ont une conviction, une seule personne est à l'origine de toute la contamination. C'est un Chinois de 55 ans, soigné pour insuffisance rénale, donc faible, et qui de surcroît pense avoir attrapé une mauvaise grippe. À 4 reprises, il va rendre visite à son frère qui habite dans l'immeuble, sans réaliser qu'il est en réalité une bombe à virus. Quand il est enfin diagnostiqué, il est trop tard. Il a essaimé la maladie qui se propage presque exclusivement dans les appartements 7 et 8, verticalement, sur toute la hauteur de l'immeuble, le long de la canalisation des eaux usées. Hypothèse probable, l'homme est allé aux toilettes. Ce sont ces sécrétions corporelles porteuses du germe qui ont contaminé la colonne. Une colonne sur laquelle les scientifiques tentent de repérer des traces de fuite. Aujourd'hui, les autorités de Hong Kong estiment que sans cet homme encore placé en soins intensifs à l'hôpital, l'épidémie aurait été en passe d'être maîtrisée. Mais 250 personnes de l'immeuble ont fui la quarantaine et pourraient d'ici 3 semaines être responsables d'un nouveau pic d'épidémie, d'autant que Hong Kong, avec ses 7 millions d'habitants, est l'une des villes les plus denses au monde. Et des conséquences toujours très importantes. Exemple, cette conférence qui devait réunir 28 000 chercheurs sur le cancer à Toronto, au Canada, eh bien, elle a été annulée. À suivre ce soir dans Envoyé spécial, notez-le, un document, les premières images de l'hôpital français de Hanoï, l'un des lieux où s'est développé le virus. Envoyé spécial 21h, Françoise Joly, Guylaine Chenu. L'affaire du cafetier de Dijon, on en parlait hier, il avait servi un conducteur à l'origine d'un accident mortel, car il était en état d'ivresse. Eh bien, la condamnation est tombée hier soir tard, 2 mois de prison avec sursis, réaction de l'Union des cafetiers locales. La justice a ouvert une porte très grave pour la profession. Peut-être un rebondissement, et un rebondissement de taille dans l'affaire du tueur en série, Patrice Allègre, condamné récemment à la perpétuité. Le témoignage de plusieurs prostituées met en cause la version officielle. Florence Bouquilla, Patrice Hacher. Elle s'appelait Lynn Galbardi. En 1992, cette prostituée est assassinée dans cet hôtel de passe à Toulouse. Les policiers des mœurs ne cherchent pas le coupable dans le milieu du proxénétisme. L'enquête préliminaire est bâclée, l'affaire classée. Mais 11 ans plus tard, elle est reprise à zéro par ce groupe de gendarmes. La cellule homicide 31 met en cause Patrice Allègre. Il est mis en examen pour l'assassinat de Lynn Galbardi. Une ancienne prostituée affirme avoir été témoin direct du meurtre. Et elle n'est pas seule. 3 autres filles corroborent ses dires. Plus grave encore, selon elle, à l'époque, certains policiers racketaient les prostituées et auraient même couvert le meurtre. Si ces faits sont avérés, ils dépassent peut-être Patrice Allègre, peut-être que Patrice Allègre ignore que des policiers étaient en lien direct avec la prostitution à Toulouse, mais si ces faits sont avérés, si lorsque ces prostituées accusent ces policiers, elles disent vrai, c'est un scandale phénoménal. Patrice Allègre nie tout en bloc, mais la partie civile, elle, n'hésite pas à impliquer la hiérarchie policière et même judiciaire. Chacun doit rendre des comptes au supérieur hiérarchique, et au-dessus de cette hiérarchie, il y a, quand il s'agit d'une enquête criminelle, à l'évidence, un procureur de la République ou un substitut procureur de la République qui doit avoir la curiosité professionnelle nécessaire pour savoir si les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas. À Toulouse, une deuxième affaire Patrice Allègre débute peut-être aujourd'hui. Politique, un petit coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement. La réforme du mode de scrutin régional a été censurée par le Conseil constitutionnel, une décision qui donne raison aux petits partis qui contestaient cette réforme. Alexandre Carabert-Nimerio. Des milliers d'amendements déposés par l'UDF, le PS, le PC. Des débats houleux à l'Assemblée nationale. Et finalement, un passage en force en engageant la responsabilité du gouvernement. C'était en février dernier, le feuilleton du texte sur la réforme du mode de scrutin.
Nouveau rebondissement ce soir, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer la disposition la plus controversée du projet, le seuil des 10% d'électeurs inscrits nécessaire pour se maintenir au second tour. Du côté des adversaires du texte, on jubile. C'est une très grande victoire. Tous ceux qui voulaient défendre le pluralisme en France s'étaient unis au-delà des frontières pour dire on ne peut pas verrouiller la démocratie française. Je pense d'abord qu'il est un camouflet personnel pour Jacques Chirac qui avait imposé cette disposition aberrante qui visait essentiellement, il faut bien le dire, le Front National. Les socialistes, eux, parlent d'une bonne nouvelle pour la démocratie. À Matignon, depuis quelques jours, on laisse entendre que l'on ne s'accrochera pas à tout prix à ce seuil des 10% des inscrits. En tout cas, Jean-Pierre Raffarin devrait annoncer dès ce soir les modalités du nouveau texte qu'il présentera. Politique encore avec le 32e congrès du Parti communiste qui s'est ouvert tout à l'heure à Saint-Denis, près de Paris. Congrès qui marquera le départ de Robert Hue. Érosion électorale, division grandissante, le PC cherche toujours un cap et Marie-Georges Buffet est contestée. Un congrès qui dure 4 jours, on aura l'occasion d'en reparler. En bref encore, le journal Le Monde porte plainte contre Pierre Péan et Philippe Cohen. Les auteurs de la face cachée du Monde sont poursuivis pour diffamation. Le quotidien, écoutez bien, réclame 1 million d'euros. Les banques de plus en plus chères et des services de plus en plus souvent payants, c'est le résultat d'une enquête d'une association de consommateurs. Elle appelle tous les clients à faire jouer la concurrence. Céline Crespi, Diane Richard. Retirer de l'argent n'est pas forcément gratuit. Et pourtant, à la question « Combien vous coûte votre banque ?», en général, vous répondez de frais bancaires Non, je n'en ai aucune idée, mais je sais que la Poste est la moins chère. Je viens de découvrir ça aujourd'hui et je suis à la Poste, donc je vais faire le bon choix, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout. Une association de consommateurs a, elle, passé au crible 90 banques. Et la conclusion est sans appel. Jusqu'à 15% de hausse en un an pour les frais bancaires dits classiques, comme le rejet d'un chèque sans provision. Et quel que soit l'établissement, la hausse est corsée. On constate une généralisation de la facturation d'un certain type de services, comme les retraits aux distributeurs d'autres réseaux. Ce qui était jusque-là une exception, on connaissait l'exemple de la BNP ou de la Société Générale, est une pratique qui se généralise aujourd'hui. Dans notre enquête, nous comptons plus de 40 banques qui aujourd'hui facturent les retraits déplacés aux distributeurs. Palme de l'augmentation pour la BICS, la filiale des banques populaires. Faire un chèque sans provision coûte désormais plus de 128 €. Médaille de la disparité au Crédit Agricole, une carte bancaire c'est 16 € de plus à Périgueux qu'à Rennes. Vigilance donc, mieux vaut faire jouer la concurrence, mais sachez que même clôturer votre compte pour quitter votre banque peut vous être facturé. Un mot de sport pour vous rappeler qu'en football, lors des éliminatoires de l'Euro 2004, la France a quasiment conquis son billet pour la compétition en battant hier Israël 2-1. But signé Trezeguet et Zidane, victoire laborieuse, mais qualification donc quasiment assurée. Et puis du tennis avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Davis. La France, vous le savez, affronte la Suisse. Premier match demain à Toulouse. Eh bien, Sébastien Grosjean affrontera Georges Bastel et Nicolas Escudé sera opposé à Roger Federer. Rencontre à suivre, bien sûr, sur France Télévisions. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice. L'info sur France de 21h, donc envoyé spécial. Guylaine Chenu, François Joly. Reportage à Bagdad et enquête sur le virus de la pneumopathie. 1h-10, dernier journal Laurence Piquet dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Patrick Braouzek, maire communiste de Saint-Denis, à propos bien sûr de ce congrès du PCF. On se quitte sur ces images de neige. Et oui, la neige tombe encore au mois d'avril. Image d'Andorre, les principales routes étaient fermées aujourd'hui, les routes d'accès au massif. À lundi.